Ah, incognito peut-être, mais... Ah, des camions, vous voyez pas les descendre. C'est les 100 millions. Ça va, merci. Et toi? Pardon? Ah bah... J'ai envoyé à Rachel. Qui a envoyé à Steph. Donc, t'as parfois du jour au lendemain quelque chose. Voilà. Mais c'est le matin à 10h. Ouais, mais... Oui, je sais. À la fin que ça arrive. T'es là, inconnu. Non, mais pas, voilà, je vais aller. Très cher. D'accord. Mesdames, Messieurs, Monsieur le sous-préfet, Mesdames, Messieurs, nous commençons la cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin par un hommage que nous rendons aux compagnons de la Libération mosellans. Donc, parmi ces compagnons de la Libération, on a bien évidemment Pierre Messmer, qui n'est pas mosellan, mais qui a été maire et député ici à Sarrebourg, et le lieutenant Karcher, qui avait fait prisonnier von Scholtitz, en tout cas qui avait eu la reddition de von Scholtitz, et qui a été député également de la circonscription. Les autres personnes qui sont sur la scène sont des Mosellans, et nous tenons à honorer ces compagnons de la Libération. Regarde, là, voilà, là, il y a...
bien écouter parce qu'au bout là, je sais pas si on entend comme dire Garbo. Je vais essayer de parler un peu comme ça, pour qu'il y ait Drapeau posé. Nous nous retrouvons pour commémorer l'appel du 18 juin, prononcé sur les antennes de la BBC par le général de Gaulle. Sur le plan politique, au début de ce mois de juin 1940, les Français sont pour certains sur les routes avec un exode pour fuir l'avancée des troupes nazies. Ces mêmes troupes défilent dans Paris. Le gouvernement a quitté la capitale pour se réfugier à Bordeaux. Au milieu de ce mois de juin, le cabinet Paul Reynaud démissionne et c'est le maréchal Pétain qui devient président du Conseil. Il annonce dès le 17 qu'il rentre en contact avec l'ennemi pour décider des conditions d'un armistice. Et il invite l'ensemble des troupes à cesser le combat. Le général de Gaulle, qui était membre du cabinet Paul Reynaud, travaillait avec Winston Churchill, le Premier ministre britannique, pour faire en sorte que nos forces françaises et britanniques fusionnent afin de continuer le combat quoi qu'il arrive. Il est bien évident que l'annonce de la demande de l'armistice vient mettre fin à ce dialogue avec le cabinet britannique. Dans ce mois de juin 1940, d'autres personnes auraient peut-être pu prendre le relais et essayer de continuer le combat, ou en tout cas avoir la volonté de poursuivre la lutte, qu'il s'agisse d'hommes politiques, Paul Reynaud, Georges Mandel, ou des généraux comme Noguès, Weygand. Personne ne relève ce défi si un homme peu connu va incarner à lui seul cette volonté de poursuivre la lutte, mais surtout de sauver l'honneur de la France. Il s'agit du général de Gaulle. Je vais me référer à quelques textes, à deux textes, issus des mémoires, pour bien comprendre quel était son état d'esprit à ce moment-là. Il écrit « Je n'étais rien au départ, mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. C'est en épousant, sans ménager rien, la cause du salut national que je pourrai trouver l'autorité. C'est en agissant comme champion inflexible de la nation et de l'État qu'il me sera possible de regrouper parmi les Français les consentements, voire même les enthousiasmes, et d'obtenir des étrangers respect et considération. Les gens qui, tout au long du drame, s'offusquèrent de cette intransigeance, ne voulurent pas voir que, pour moi, tendu à refouler d'innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eût entraîné l'effondrement. Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l'étais, il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais plus. De la même façon, dans ses mémoires de guerre,
le général de Gaulle explique la mission qu'il souhaite se fixer et fixer à notre pays. Poursuivre la guerre, dit-il, oui certes, mais pour quel but et dans quelles limites? Un concours donné par une poignée de Français à l'Empire britannique demeuré debout et en ligne, pas un instant je n'envisageais la tentative sur ce plan-là. Pour moi, ce qu'il s'agissait de servir et de sauver, c'était la nation et l'État. Je pensais en effet que c'en serait fini de l'honneur, de l'unité, de l'indépendance, s'il devait être entendu que dans cette guerre mondiale, seule la France aurait capitulé et qu'elle en serait restée là. Dans ce cas, quelle que dût être l'issue du conflit, le dégoût que le pays aurait de lui-même et celui qu'il inspirerait aux autres empoisonnerait son âme et sa vie pour de longues générations. Dans l'immédiat, à quoi bon fournir d'auxiliaires les forces d'une autre puissance? Pour que l'effort en valût la peine, il fallait aboutir à remettre dans la guerre non point seulement les Français, mais la France. J'insiste sur ce point. Pour moi, ce qu'il s'agissait, c'était de servir et de sauver la nation et l'État. Et il fallait, disait le général de Gaulle, non seulement remettre des Français dans le combat, mais la France. Sans l'appel du 18 juin, sans ce sursaut d'honneur, il n'y aurait sans doute pas eu les ralliements de nos colonies, et je pense notamment au gouverneur Félix Éboué, au niveau du Tchad, qui a su se mobiliser très rapidement en faveur du général de Gaulle. Il n'y aurait sans doute pas eu la création de la 2e division blindée, transformation du régiment de chasseurs sénégalais du Tchad en régiment de marche du Tchad, et qui a été un des éléments importants de la 2e division blindée, avec le serment fait à Koufra. Il n'y aurait sans doute pas eu les Français libres au combat contre l'Africa Corps, et notamment la 1re division blindée des Français libres, avec la bataille de Bir Hakeim à laquelle assistait M. Pierre Messmer. Il n'y aurait peut-être pas eu non plus la libération de Paris par la 2e DB, obtenue du général Eisenhower par le général de Gaulle. À un moment donné où un certain nombre de chefs militaires reconnaissent le général de Gaulle, l'action militaire se renforce avec notamment les combats qui auront lieu en Italie, avec ce corps expéditionnaire commandé par le général Juin, 112 000 hommes engagés, avec la bataille de Carigliano, qui ouvre les portes de Rome. Il y a eu aussi le débarquement en Provence, le 15 août, et la remontée le long de la vallée du Rhône, et les combats sur le terrain Rhin et Danube, avec des combats héroïques dans cet hiver 44-45 dans les Vosges. Il n'y aurait peut-être pas eu la libération de Sarrebourg par la 2e DB. Je rappelle aussi l'intervention de la 2e division blindée pour libérer le nid d'aigle d'Hitler à Berchtesgaden, et puis la présence de la France les 8 mai et 9 mai lors de la reddition de l'Allemagne. Les conséquences, ça a été une zone d'occupation avec les Alliés. Ça a été aussi un siège au Conseil de sécurité. Peut-être plus grave, s'il n'y avait pas eu le général de Gaulle, notre pays pouvait rester un pays collaborateur du régime nazi. Pays collaborateur car pendant la période de la guerre, nous avons orienté vers l'Allemagne de nombreuses matières premières, des produits industriels. On a fourni une main-d'œuvre par le STO, le service du travail obligatoire pour les hommes, le Kriegsarbeitsdienst pour les femmes. Plus grave encore,
Le gouvernement a collaboré avec l'ennemi pour effectuer des arrestations, des déportations vers les camps de la mort de nos compatriotes juifs et de toute personne susceptible de résistance. Enfin, au moment qui a suivi le débarquement, les Américains avaient prévu de mettre sous tutelle la France avec une monnaie spécifique et une organisation de l'État spécifique. Heureusement, ce projet funeste et humiliant a pu être évité par le général de Gaulle, qui a nommé très rapidement des commissaires de la République et rétablir ce qui était une de ses missions, de ses priorités, rétablir l'État. Nous voyons ici ce que nous devons au général de Gaulle et les conséquences dramatiques qui auraient pu, pour des décennies, empoisonner notre pays. Le miracle du 18 juin est un phénomène rare dans l'histoire. Nous commémorons avec ferveur avec deux éléments. Un premier élément qui est un élément de reconnaissance au général de Gaulle, et l'autre, tout simplement, le fait que l'on souligne un événement singulier. Comment un homme, seul, animé d'une force, d'une conviction, d'une volonté hors du commun, peut ainsi avoir pris sur les événements et modifier le sens de l'histoire. C'est quelque chose qui nous interpelle. En cela, le 18 juin est une leçon à méditer et aussi une raison d'espérer. Traditionnellement, avant que M. le sous-préfet n'intervienne, nous avons la lecture de l'appel du 18 juin qui sera effectuée par les élèves du parcours citoyen du collège Montjoie. Texte de l'appel du 18 juin 1940. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises, ont formé un gouvernement, ce même gouvernement, ingérant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par les forces mécaniques, terrestres et aériennes de l'ennemi. Affirmés plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions et la tactique des Allemands qui nous ont fait reculer. Ce sont les chars, les avions et la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les emmener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui parle en connaissance de cause, et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y retrouver. Avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y retrouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance. Londres, le 18 juin 1940, à 18h, sur les ondes de la BBC, le cours de la guerre est dédié. Dans les cas brisés d'un monde en déroute, au milieu des cendres d'un pays dépossédé de lui-même
une voix dicte l'histoire. Une voix ferme, solitaire, prophétique. Une voix qui constate l'échec et les blessures, qui convoque les serments anciens pour les victoires à venir. Une voix que la défaite n'a pas recouverte, parce qu'elle ne venait pas du sol vacal des armes, mais d'un souffle plus ancien, celui de l'histoire en marche, de la conscience en éveil. Cette voix, c'était celle de Charles de Gaulle, un général inconnu, naufragé de la défaite, sans troupes, sans moyens, sans gloire encore. Charles, le prénom royal français depuis toujours, devenu républicain pour l'éternité, à l'heure où la République pouvait mourir. Il dit « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. » Il dit « La résignation comme la compromission nous sont étrangères. » Il dit encore « Rejoignez-moi. » Dans ce refus tenait un monde, celui que l'envahisseur n'a jamais pu soumettre, car il reposait sur des fondements invisibles. L'idée, la mémoire d'un grand et vieux pays, la fidélité nue à la République, à la patrie, à l'histoire. Une fidélité sans condition, sans contrepartie, sans même attente de gloire. Son appel fut un acte de foi sans témoin, une promesse sans preuve, une parole d'avant la victoire. Et cette parole devint un combat de l'esprit et du cœur, le combat de la clarté contre la compromission, du sursaut contre l'effondrement. Cette volonté de poursuivre le combat pouvait surprendre, car en cette heure, la France semblait vidée de ses forces. Elle n'avait plus d'armée pour se battre, plus de gouvernement pour résister, plus d'espérance, croyait-on, pour se relever. Mais il restait cela, une voix, et dans cette voix, un fil tendu entre ce qu'étaient les Français et ce qu'ils refusaient de cesser d'être. Alors dans les ruines, on planta l'honneur, dans l'ombre, on sculpta l'avenir, au grand jour, on relevait la tête. Ils furent quelques-uns d'abord, rares, têtus, lucides. Puis d'autres les ont rejoints, et d'autres encore. Puis une armée sans uniforme, un peuple sans tambour, une nation sans partage. Un peuple d'humbles et de forts, de femmes dans l'ombre, de jeunes au regard ardent, d'anciens au pas discret, qui tous avaient ce point commun, ils n'avaient pas renoncé. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin, lancé dans le silence, devint une onde, un souffle, une chaîne humaine, reliée par des liens invisibles. Un appel que peu entendirent ce jour-là, mais que l'histoire, elle, n'a jamais cessé d'écouter. Depuis, le 18 juin n'est plus seulement une date. Il est devenu un nom qui ne désigne plus qu'une seule chose, l'espérance. Il trace le chemin rude et solitaire de la liberté reconquise. Il ne laisse derrière lui ni oubli, ni effacement. Il confie aux vivants une parole qui ne se fiche jamais, car ce ne sont pas des mots vaincus, ni des mots écrits pour les archives. Ce sont des mots à creuser, comme la terre meuble après la pluie, comme les consciences nues qu'un appel vient bouleverser. Aujourd'hui, nous honorons cette parole qui résonne en nous d'autant plus fortement et d'autant plus clairement que le cycle des commémorations des 80 ans des débarquements et de la libération nous a rappelé à quel point, dans l'appel du général de Gaulle, on pouvait déjà entendre l'écho de la reconstruction de la République, de sa démocratie et de son modèle social. Nous honorons les actes qu'elle a suscités, les mains tendues, les visages cachés, les vies offertes. Nous honorons le choix de l'honneur face à l'abdication, le choix du relèvement face à l'abandon. Et ce choix nous engage encore. Il nous enseigne qu'il n'est pas de fidélité à demi-mot et que celle-ci ne serait rien sans transmission. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de continuer.
de porter avec gravité et avec foi cet héritage de clarté, dans un monde parfois incertain. Vive la République et vive la France. Mort.